Votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon voilà, le remaniement, c'est pour aujourd'hui. On a le casting, on a le gouvernement Borne 2. Il était temps, parce que c'est un peu poussif jusqu'à présent, non? Oui, mais ce n'est pas l'essentiel. Bon, maintenant, la partie commence. Le plus dur commence. Oui, la partie, c'est quelque chose de très nouveau. Alors, je suis très étonné que les observateurs, quand ils disent on a connu une majorité relative qu'avec Michel Rocard en absolument. 88, mais c'est complètement faux. Il y a eu une majorité relative. C'est la première assemblée du général de Gaulle. En 1958, quand les élections législatives ont lieu, le général de Gaulle n'a pas de majorité. Son parti est, je crois, moins important que ne l'est En Marche. Et pendant 4 ans, en réalité, il gouverne par une coalition et ça se termine, mais à cause du référendum qu'il décide sur l'élection suffrage universel, par une motion de censure. Mais c'est un cas qui devrait être rappelé. Pour l'instant, la coalition, on n'a pas. Non, mais lui, d'accord. Mais je trouve intéressant de penser, c'est extraordinaire, l'amnésie journalistique. Je parle de votre espèce, de votre engeance. C'est quand même intéressant de penser que l'Assemblée fondatrice de la Ve République était une assemblée où il n'y avait pas de majorité absolue. Alors donc c'est un changement, oui, c'était il y a 55 ans, il y a 60 ans. Bon, on va voir, il faudra c'est plus se référer donc, expérimental. à ce moment-là, cette époque-là, plus qu'à l'époque de Michel Rocard, effectivement, Je pense, qui parce polarise que toutes les attentions. oui, non, mais je pense tout à fait, parce qu'à ce moment-là, Enfin, l'issue n'est pas... L'issue est assez... l'écart, mais l'issue c'est une motion de censure, mais bien sûr qu'il y a un risque de motion de censure. Quiconque oserait dire que dans les 5 ans qui viennent, durée de la législature, il n'y aura pas de motion de censure, prendrait à mon avis un très gros risque. Et il se passe quoi déjà quand il y a motion de censure derrière? Quand il y a de motion ça fait de tomber le censure, gouvernement? et à ce moment-là, le président nomme un nouveau gouvernement s'il l'estime possible. On peut dissoudre ou pas? Et s'il veut, il dissout. Bon, on n'en est pas là. Mais en effet, la plausibilité d'une motion de censure dans les 5 ans, désormais, apparaît. Ça suppose quand même, vu la contradiction entre les diverses oppositions, une situation très particulière. Ça ne peut pas se faire en vie normale. Ça veut dire que vous avez l'alliance de LFI, de la France Insoumise, des autres partis de gauche, puisque Dieu merci, on ne parle plus de NUPES, maintenant la réalité est apparue. Ce cartel électoral a explosé, le Rassemblement national et les Républicains. Donc il faut un contexte particulier pour ça. Bon, alors cela étant, en laissant de côté ce cas extrême, évidemment, on va être dans un cas de pratique institutionnelle assez nouveau. Vous y croyez à ces majorités constructives par projet, un coup à droite sur les retraites, un coup à gauche sur l'écologie? On va voir, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire parce que c'est un continent tout à fait nouveau qu'on est en train d'explorer pour nous, hormis la référence que je vous ai citée. Et le risque de l'empêchement, le risque de la paralysie, le risque de l'absence de réforme, le risque d'une France à l'arrêt, ingouvernable? Je n'y crois pas parce que sur les réformes économiques et sociales, je ne vois pas comment la droite pourra les empêcher. La réforme des retraites. Qu'est-ce que va faire la droite? Elle dira peut-être c'est pas assez, il faut faire plus, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle votera contre. Je veux dire, le principe de responsabilité pour ménager l'avenir se pose à chacun. Donc, sur la partie économique et sociale, je ne crois pas du tout à une paralysie, car il y a une majorité implicite, écrite à l'encre sympathique, avec la droite de gouvernement et peut-être avec des gens issus du centre-gauche. Sur des sujets plus sociétaux, on verra, et je suis assez convaincu que les socialistes et les écolos attendent la première occasion pour montrer qu'ils sont autonomes vis-à-vis des troupes de M. Mélenchon. Donc, on va voir. Donc le pire n'est pas certain du tout. Le pire n'est pas certain du tout. L'inconnu est certain, mais le pire n'est pas certain. Bon, il y aura ce discours de politique générale cette semaine de la Première ministre Elisabeth Borne qui, on ne sait pas, va demander ou pas cette question du vote de confiance à l'Assemblée nationale.
On se rappelle qu'en son temps, c'est Michel Rocard, c'est ça, qui lui aussi était à la tête d'une majorité relative. Il ne l'avait pas demandé. D'ailleurs, à l'époque, il était soutenu par Jean-Luc Mélenchon, ce qui est quand même un joli cadeau. Non, mais les institutions le permettent parfaitement. Le mécanisme, en réalité, qui amène la chute du gouvernement, c'est la motion de censure. Donc, qu'elle demande ou non un vote, franchement, n'est pas fondamental. Mais c'est amusant, on est entré dans une période où l'attention médiatique, soudainement, s'est déplacée de la rue du Faubourg Saint-Honoré au Palais Bourbon. Alors il y a un côté exotique, bon, enfin bon, on s'y habituera. Bon, un petit mot de l'inflation qui poursuit son accélération en France, Alain Minc, 5,8%. On approche des 6%, pique à 7% en septembre, nous dit l'INSEE. Après, on naviguera entre 6,5 et 7. Pour Bruno Le Maire, il faudra attendre mi-2023, je crois que c'est ce qu'il a dit, pour que l'inflation commence à se calmer un petit peu. Vous en pensez quoi? C'est hasardeux de parler du pic, de savoir ce qui va se passer après? Je pense que la vraie question est autre. Ah. Jusqu'à présent, dans les composantes de l'inflation, il n'y a pas le coût du travail. C'est-à-dire que pour l'instant, les salaires n'ont pas répercuté l'inflation. Donc là, enfin, un morceau, la moitié, on est à 3%. Dans les négociations annuelles. Oui, mais parce que c'est peu par rapport à une inflation. C'est retardé. 6%. Bon, donc, est-ce qu'il va y avoir une répercussion qui voudrait dire qu'on entre dans la spirale qui, elle, est délétère? Augmentation des salaires, inflation, augmentation des salaires ou inflation, ou non? C'est absolument pas évident. Et je vous en donne un exemple qui est tiré de l'Allemagne avant le Covid. Dans les années qui ont précédé le Covid, l'Allemagne était en plein emploi, absolument, et manquait de main-d'œuvre. Dans les grandes entreprises historiques, celles qui étaient très syndiquées, les hausses de salaire étaient de 3 à 4%. Et pourtant, l'inflation dans le pays n'existait pas. Pourquoi ? Parce que dans les secteurs à haute productivité, les hausses de salaire sont compensées par les gains de productivité. Et à cette époque, en Allemagne, les hausses de salaire ne se sont pas transportées des secteurs à haute productivité vers les secteurs à basse productivité, c'est-à-dire les services. Oui. Non, mais je parle de la mécanique. Ouais. La mécanique, c'est pas qu'elle n'était pas 9%. Pourquoi elle ne s'est pas transportée? Pour une raison simple, c'est que les secteurs à basse productivité sont des secteurs non syndiqués ou peu syndiqués. Et l'ubérisation de la société ajoute cela de manière massive. Donc la question, quand il y a eu la spirale inflation-salaire des années 80, on était dans des univers extraordinairement syndiqués. On est dans des univers faiblement syndiqués. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point les hausses de salaire répercuteront tout ou partie de l'inflation. Deuxièmement, le gouvernement, en France comme dans d'autres pays, a pris une voie intelligente mais inavouée. Les chèques en question, le chèque énergie, le chèque alimentaire, les dizaines de milliards d'aides de pouvoir d'achat qui sont déversées. 25 depuis l'automne dernier et 25 de plus quel est après. en fait leur objet implicite? Leur objet implicite, c'est de réduire le gap, l'écart en matière de pouvoir d'achat qu'impose l'inflation, et donc par ce biais-là, de réduire les anticipations salariales. Donc ce que la puissance publique verse, financé par l'endettement, est implicitement destiné à éviter que l'engrenage salarial se mette en place. Donc ce sont des questions ouvertes. Troisième question sur les autres facteurs d'inflation. Les autres facteurs d'inflation, ils sont quand même pour une large part liés à la désorganisation des chaînes de production mondiales, à la folie qu'a été la stratégie Covid-0 en Chine, et évidemment aux effets de la guerre en Ukraine. Ah, mais ça passe maintenant dans les services, on le voit dans l'alimentation, c'est en train de se diffuser. Mais bien, ça se diffuse instantanément, évidemment. Mais si le prix du pétrole baisse à 80$, si le prix du fret baisse parce que les chaînes de production se sont réalimentées, si les tensions liées à la guerre... inquiet plus que ça. Non, je pose des questions. On ne peut pas donner... On est aujourd'hui dans une situation rarissime où les facteurs d'incertitude sont tels qu'on ne peut que poser des questions et essayer de les poser rationnellement. Ce n'est pas de jouer à la boule de cristal. Quand on a posé les questions de manière rationnelle, on comprend mieux ce qui va se passer. Bon, et que répondez-vous à ceux comme Patrick Artus qui nous disait que l'inflation désormais est hors de contrôle?
Oh, souvent les mots de Patrick Artus dépassent sa pensée. Donc c'est excessif pour vous, l'inflation n'est pas hors de contrôle? Non, Elle accélère toujours. Non, Et même les banquiers centraux, avouez que même les banquiers centraux sont trompés là-dessus. Attendez, d'abord, il faut quand même bien mesurer qu'en Europe, il se passe aussi quelque chose dont on ne parle pas, c'est que les taux réels d'intérêt sont incroyablement négatifs. Hein. Le taux d'intérêt officiel vient juste de dépasser les 0%, l'inflation de la zone euro est 7 ou 8%. Alors, c'est un événement très considérable, personne n'en parle. Les taux d'intérêt réels, quand ils sont devenus positifs au début des années 80, ont créé un enchaînement où l'argent va à l'argent, les riches s'enrichissent et les classes moyennes s'appauvrissent. Quand les taux d'intérêt réels deviennent positifs. Quand les taux d'intérêt réels sont nés... Mais si, maintenant, on a vécu 40 ans de taux d'intérêt positifs. Quand les taux d'intérêt réels sont négatifs... Aujourd'hui, qu'on comprenne bien, le taux à 10 ans français sur la dette française, 2%. 2%. L'inflation est à 6%. Taux d'intérêt réel négatif, 4%. Exactement, moins 4. Mais c'est formidable. Ça veut dire que celui qui s'endette s'enrichit. Et c'est ce phénomène qui avait prévalu entre 1945 et 1980 qui avait fait que la classe moyenne s'était constituée, qu'elle avait pu acquérir. Donc c'est une très bonne nouvelle. Mais à certains égards, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, il faut prendre les deux plateaux de la balance. On ne mesure, quand on dit le capitalisme est devenu trop inégalitaire, c'est vrai. Pourquoi est-il devenu trop inégalitaire? Parce que pendant 40 ans, les taux d'intérêt ont été significativement plus élevés que l'inflation. Donc il faut prendre les aspects, et à certains égards, le retour d'une certaine inflation, si elle ne s'emballe pas, est une bonne chose pour la cohésion sociale du pays. Pour vous, à 6%, elle ne s'emballe pas déjà? À 6% d'inflation? Si elle reste autour de 5-6%, il faudra bien qu'elle baisse, parce si elle que reste sinon autour de 5-6%, la BCE va avoir des états d'âme. Mais une inflation à 3-4% me paraît pas du tout malsaine pour les équilibres sociaux et économiques du pays. Et je dis bien sociaux. On ne peut pas laisser d'un côté l'économie et de l'autre côté la société. Je veux dire, notre société est allée dans un processus follement inégalitaire qui a provoqué des tensions sociales et dont on peut même se demander et s'étonner qu'il n'en ait pas provoqué davantage. Donc de ce point de vue, que la machine à fabriquer un peu d'égalité réapparaissent avec un peu d'inflation n'est pas malsain. Je ne suis pas en train de dire c'est un bonheur. Je dis il faut prendre un phénomène totalement nouveau. Les gens de votre génération n'ont pas connu l'inflation. Les gens de ma génération, moi je suis entré dans la vie active au moment de l'inflation. Bon, il y a des aspects très... Pardon ? Il y a de la bonne et de la mauvaise inflation, c'est comme le cholestérol. L'inflation par les cours des matières premières et du pétrole, ce n'est pas une super inflation. Non, mais ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, ça diminuera. Quand les facteurs internationaux se seront stabilisés, vous verrez bien. N'oubliez pas quand même, le pétrole, on l'a connu avec un prix négatif à certains moments. Sur le marché américain, sur le pétrole américain. Et aujourd'hui, il est à plus de $100. Les taux de fret sont devenus énorme. Les tankers qui sont aujourd'hui en construction dans les chantiers navals coréens, ils vont finir par sortir de ces chantiers navals. Vous verrez que les cours du fret vont s'effondrer. Ce sont des métiers, des moments dans des secteurs extraordinairement cycliques. Donc on ne peut pas prendre que les aspects négatifs et dire « Ah voilà, ils ne vont pas bouger, c'est éternel, ça va durer des années ». On est dans un moment où il y a des facteurs dans tous les sens, et la réalité, c'est que ça freine. Pardon, c'est que ça freine partout. L'activité freine partout. Ah non, ça c'est une certitude. Voilà. Non, mais ça, l'activité. L'idée, c'est le lien entre inflation à la main et récession. Historiquement, quand il y a beaucoup d'inflation, mais là aussi, chaque cas est spécifique. Quand il y a eu l'enchaînement inflation-stagflation, c'était pas lié à un facteur exogène qui s'appelle une guerre. Deux facteurs exogènes. Un, la rupture des chaînes d'approvisionnement, et deux, surtout la guerre. Les guerres ont toujours une fin, donc d'une certaine manière, ce facteur exogène finira par disparaître. Espérons que ce soit le plus tôt possible. Donc je crois qu'il faut quand même regarder tout ça avec une certaine distance, dire qu'il y a des facteurs contradictoires. Je n'ai aucune idée du point d'équilibre, mais on ne peut pas entrer dans cette logique, ça y est, c'est parti, l'inflation s'envole, la stagnation arrive, la récession vient, le malheur règne. C'est, Dieu merci,
plus incertain et plus compliqué. Dernière question avant de vous quitter, Alain Minc. On voit que Vladimir Poutine réduit de plus en plus le gaz qu'il livre aux Européens. Est-ce qu'il faut se préparer à ce scénario catastrophe noire où il fermera peut-être cet hiver complètement le robinet avec des rationnements, des coupures, etc. Bon, d'abord, nous, Français, nous sommes parfaitement en état de gérer ce problème puisque le gaz russe, c'est 15% du gaz. Donc une partie qui n'est pas dominante de notre mix énergétique. Bon, deuxièmement, nous, à la limite, on baisserait la température à laquelle on se chauffe de 3 degrés, qui était la température à laquelle nous chauffions il y a 30 ans, et on ne crevait pas de froid, on règle le problème des 15%. Il faut quand même avoir ce genre de chiffres en tête. Donc je pense qu'il y a place pour une énorme campagne pédagogique que doit entamer le gouvernement désormais, puisqu'il y a maintenant enfin un gouvernement. Alors, il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué. Les Italiens vont avoir un hiver difficile, mais ils ont signé beaucoup de contrats très habilement, très rapides sur la balle, comme toujours, avec de nouveaux fournisseurs pour l'hiver suivant. Les Allemands, ils sont un peu pâteaux, comme d'habitude. Donc l'ajustement en Allemagne risque d'être un peu rude. Mais les Allemands sont disciplinés et je pense que cette affaire est gérable. Bon, elle pèsera un peu sur la croissance économique, c'est sûr. Mais je pense qu'on est quand même dans un processus qui ne va pas mettre au tapis l'économie européenne. Bon voilà, merci de passer nous voir. Donc Alain Minc, invité de la grande interview sur Boursorama. À bientôt, merci, belle été. Merci. Au revoir.